Bienvenue à tous, à la mémoire des pionniers de l'amicale des cabanes du Beausset bas. Venez avec moi, découvrons le patrimoine et l'historique du Beausset bas. Nous allons passer par l'avenue Saint-Louis, qui a un oratoire, preuve de l'existence d'une chapelle Saint-Louis rasée à la Révolution. Le roi Louis XIV, qui est passé par l'ancienne route militaire de Cuges à Toulon, dont la route a été entièrement réparée, ce roi se rendait en 1660 à Cotignac, en pèlerinage, à Notre-Dame-de-Grâce, accompagné par Mazarin, la reine-mère, le duc d'Anjou, le prince de Condé, le duc de Longueville, la comtesse de Soissons et autres dames. Cette avenue Saint-Louis a porté différents noms, mais depuis 1941, elle est restée intitulée avenue Saint-Louis. Nous découvrons l'hôpital du Chanoine-Beuf. Le village a fait honneur à ce vicaire qui se consacra et donna son héritage aux pauvres, aux nécessiteux, en développant un hôpital, puis l'hospice de la Charité. Mais n'oublions pas que l'ancien hôpital des Passants fut créé en 1666 par M. Garnier, près de la chapelle Saint-Sébastien, devenue Maison des Arts. Améliorée par la suite par M. Hainaut, c'est à ce moment-là qu'elle fut déplacée de la rue Portalis à la rue Saint-Louis. Et en 1702, M. Hainaut ajouta un premier étage. Ce n'est que vers 1802 que le Chanoine-Beuf rénova l'ensemble de la construction, qui devint l'hôpital de la Charité. Au cours des siècles, cette bâtisse a été une maison de retraite, puis une école. Elle est restée très longtemps un lieu de convivialité, de réunion d'associations. Dans ses murs étaient installées l'école de musique, l'avenir musical, les Agaces de Galois, Trait d'Union, la maison du combattant et bien d'autres associations. Dans cette rue Chanoine-Beuf, longtemps appelée la rue du Budisnard, sur la gauche, nous découvrons le deuxième cimetière du Beausset, au cours du XVIIe siècle, qui va être déplacé vers le bas du village, à la Gorgue, à cause des écroulements des murs, des démonstrations des tombes dues aux nappes d'eau souterraines. Puis ce terrain devient un champ où les soldats s'entraînent ainsi que les fanfares. Aujourd'hui, ce terrain a accueilli un très beau lotissement ainsi que le jardin des Demoiselles. Nous voici devant le puits d'Isnard. Au Moyen-Âge, sur le terrain de la famille Isnard, les bergers du Beausset se sont unis à ceux du Castellet pour construire ce puits, afin de laisser s'abreuver leurs troupeaux sans aucune tension entre les deux villages. Un droit de puisage a été établi et le puits d'Isnard, au fil des années, est devenu un des puits centraux du village. En septembre 1804, un égorgeoir public est construit près du puits, puis en avril 1901, un abattoir public qui, par manque d'hygiène, sera déplacé à la Gorgue en bas du village. Quelques années plus tard, un distillateur, Mathurin-Guibert, s'installe avec ses alambics près du puits. Selon la loi 1900, les producteurs de vin ont le privilège du bouilleur de cru. Ils peuvent distiller par an 20 litres d'alcool à 50 degrés. Cette distillation prit fin en 1961 avec le dernier distillateur, Marcel Béranger. Nous sommes devant la plus ancienne maison du Beausset. Selon l'historiographe Louis Siffroy-Bonifay, elle daterait de fin XIVe siècle, début XVe siècle. On peut découvrir les encadrements des fenêtres en arc surbaissé,
les portes et les fenêtres décorées de têtes de femmes et de fleurs rondes sculptées. Au Beausset, cette maison a toujours été désignée comme la maison des têtes, également appelée la maison Desprats, en référence à son propriétaire, Lazare Desprats, devenu maire dès 1908 jusqu'en 1923 et conseiller général de 1919 à 1925. De passage au Beausset, le sénateur du Var, Georges Clemenceau, qui deviendra pendant la guerre de 14-18 le Tigre pour les poilus, va y dormir une nuit. Puis, vers 1995, Madeleine West ouvre le musée de la poupée qui fermera en 2019. Nous passons à présent dans la rue République. Se rappeler que pendant la Révolution, le Beausset était un fief jacobin qui semait la terreur. Les gens du village se réfugiaient dans les campagnes. En 1793, le Beausset devient la sous-préfecture où siègent les bureaux administratifs du directoire du district, dans l'hôtel particulier de M. Laurent-François Ganthaume de la Rouvière. Joseph Vidal dirige le bataillon du Beausset. Joseph Portal lui succédera en 1793 avec la Société ambulante du Beausset. En 1799, le Beausset devient le chef-lieu du canton jusqu'à 2015. Ce lieu a également servi à créer une école de garçons. Puis, la famille Plochu s'est installée, suivie de nos jours par d'autres propriétaires. Nous poursuivons notre visite en découvrant la place Mistral, où se trouvait autrefois une fontaine en face de l'entrée du château, maison des frères, et le départ de diligence vers Bandol. Au fond, à droite, la chapelle des Sœurs Sainte-Dominique de 1635, brûlée pendant la Révolution, et reconstruite pour abriter un club de bridge, puis une crèche, puis le centre social, et aujourd'hui, elle abrite un centre de musique Marie-Josée Imbert. Prenons à présent la rue Pasteur, qui autrefois a changé souvent de nom, la rue des Pénitents Noirs, la rue des Noirs, la rue du Puits. Nous pouvons voir l'ancien oratoire dédié à la Vierge. Nous arrivons sur une placette où se trouvait un puits que l'on appelait le puits de la ville, aussi grand, aussi magnifique que celui du puits d'Isnard, aujourd'hui disparu. Nous découvrons la bâtisse où se trouvait une ancienne chapelle, celle des Pénitents Noirs au XVIIe siècle, dédiée à la Vierge. Seigneur de Belzins, au XVIIIe siècle, en 1736, va réunir ces pénitents noirs installés près du puits de la ville aux pénitents blancs de la chapelle Saint-Sébastien, maison des arts aujourd'hui, en une confrérie de pénitents bleus. Cette chapelle est devenue un moulin à huile, puis une prison en 39-45 à la Libération. Cette bâtisse a été transformée en plusieurs appartements. Lors du siège de Toulon par les Anglais et les Espagnols, le docteur Jean-Baptiste Dalmas reçoit dans sa maison le capitaine Bonaparte et son frère Joseph. Bonaparte est peu apprécié par la mère du docteur, mais malgré tout, il la fera libérer lorsqu'elle sera emprisonnée par les révolutionnaires. Celle-ci l'appellera « mon libérateur ».
Les carrelages que vous voyez sur la façade ont été mis avant la guerre de 39-45 par son acquéreur, auxquels se sont succédés par la suite au fil des ans d'autres propriétaires. Un notable, propriétaire le plus important du Beausset, Monsieur Second, fait construire cette bâtisse dès 1700 avec ses dépendances, écuries, bergeries, étables, fermes, moulins à l'huile. Et tout autour, il y a des vignobles et des oliveraies à perte de vue sur 6 hectares 26 arts. Cette bâtisse, appelée au XVIIIe siècle le château, longe le chemin royal, cette unique route qui relie Marseille à Toulon, du nord au sud, qui, au cours des siècles, changera souvent de nom. Rue Notre-Dame, dont la chapelle se trouvait au bout de la rue, est détruite à la Révolution, puis dès 1883, elle devint la rue Thiers, puis la rue Danton, ensuite renommée la rue Notre-Dame, et c'est après la guerre de 39-45 qu'elle prendra le nom du héros de la Résistance, Étienne d'Orves. Revenons à cette bâtisse de Monsieur Second, de 1600 mètres carrés à 4 niveaux. Cette bâtisse est liée à l'histoire locale, mais aussi un peu à l'histoire de France. L'un des fils, en 1773, Jacques, achète un titre de noblesse et ils deviennent les Segonds de Cédéron. Pendant la Révolution, en 1793, le général Cartaux et son armée s'installent au château avec Salicetti, Gasparin et Bonaparte qui résidera dans la maison du docteur Dalmas. Jacques II de Cédéron reste au château et paie une taxe en tant que parent d'exilés, tandis que ses enfants et petits-enfants s'exilent à Paris, en Allemagne. Après la Révolution, après 10 ans d'exil, Joseph II de Cédéron et les membres de sa famille reviennent au château auprès de Jacques, qui mourra quelques années après. En novembre 1801, les Segonds de Cédéron sont réhabilités par le premier consul et récupèrent leur titre de noblesse et leurs terres. Leurs terres, 64 hectares au Beausset, 65 hectares au Castellet, 18 hectares à Signes. En juin 1811, Joseph II de Cédéron, ancien conseiller à la cour royale, est nommé chevalier à la cour impériale. Lorsque Joseph mourra en 1817, sa fille, Marie-Joséphine Caroline, comtesse Sérent de la Tour, lui succédera et héritera du château et des terres. Puis ce sera sa fille en 1854, Jacqueline Éliodora, surnommée Dora, vicomtesse de Villeneuve-Bargemont. Beausset, à ce moment-là, ces femmes, la comtesse comme la vicomtesse, se sont montrées strictes dans la défense des droits des Segonds de Cédéron, dans l'affaire de la banalité des fours au sein du village. Mais elles restent célèbres pour leurs œuvres charitables. Elles instituent une rente pour l'hospice du Saint-Esprit, servi par des religieuses qui s'occupent des défavorisés. Elles font partie de la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve depuis 1826 et elles vont y rester un siècle. La comtesse Sérent de la Tour, puis sa fille, la vicomtesse de Villeneuve-Bargemont, continueront à soutenir des œuvres charitables au sein du Beausset. Lors de la création de l'œuvre des Dames de la Providence, puis auprès du Chanoine-Beuf avec la congrégation des Demoiselles, auprès du curé Rouvier avec la congrégation des Mères chrétiennes. Si le comte Sérent de la Tour, colonel dans l'armée, ne se mêle pas de la vie du village, du Beausset,
Le vicomte de Villeneuve-Bargemont s'en mêle. Il devient conseiller municipal, puis conseiller général du Beaussais, du canton. Il devient président à l'Assemblée départementale du Var. Et il est en charge de la construction de la nouvelle église du Beaussais qui sera inaugurée en 1857. Pendant près de 150 ans, le château est resté entre les mains des secondes Cédéron et de leurs descendants. Veuve, la vicomtesse de Villeneuve-Bargemont va vendre à un particulier son héritage à Félix Bonfils dès 1868-1869. Celui-ci vendra par la suite vers 1884 à monsieur et madame Colonna, qui vendront en 1910 à monsieur Paul Vincent. Ce dernier mettra le château à la disposition de la paroisse, qui va organiser une école libre avec Marie-Rose Paix. En 1914, le château devient un centre de convalescence de soins pour les poilus. Puis, en 1919, elle redevient une école libre et un pensionnat, le pensionnat Notre-Dame, tenu par des religieuses de l'institution Saint-Joseph du Gard, jusqu'en 1947. En mars 1955, les frères auxiliaires de Saint-Riquier, de la Somme, s'installent. Et ce n'est qu'en 1992 qu'ils lèguent la gentilhommière au diocèse de Toulon-Fréjus. Dès 1996, l'association Méditerranée Larges Horizons reprend alors la gestion et l'animation de la Maison des Frères, en travaillant avec l'association Dons Solidaires et en adhérant au réseau de l'Union diaconale du Var, qui, au fil des années, va prendre la relève. Revenons dans la rue Estienne d'Orve, qui se prolonge par la rue longtemps appelée au cours des siècles la rue Nationale, après avoir changé plusieurs fois de nom, tout comme les changements de numérotation au-dessus des portes. Cette rue s'appelle, depuis 1945, la rue Gabriel-Péri, du nom de ce héros de la Résistance. Nous voyons sur notre droite la maison de Laurent Blanc, qui créa les premières lignes d'autocar, et son épouse Louisia, qui créa la première alimentation rue Gabriel-Péri, après la guerre de 14-18, dans les années 20. Puis, sur la gauche, nous découvrons la maison ancestrale du maire, monsieur Gabriel de Combray. Revenons à l'historique de cette route nationale et rappelons-nous que nous sommes sur le chemin royal réalisé en 1592 par monsieur de Lesdiguières pour le passage du roi Henri IV. Ce chemin royal est devenu la grande voie de communication entre Marseille et Toulon. Elle reliait le nord au sud. Cette voie a été améliorée par Richelieu. Elle est devenue une route militaire qui fut d'ailleurs réparée en 1660 lors du passage de Louis XIV au Beaussais. Le 8 avril 1647, une poste aux chevaux est ouverte sous la direction de Michel Roustan. Le courrier transitait 3 fois par semaine au Beaussais. De nos jours, nous pouvons admirer cette bâtisse qui est devenue le très bel hôtel-restaurant, le relais de la calèche. Peu à peu, le village est devenu une ville-étape pour l'armée française. En 1917, le tramway électrique est installé. Il relie le Beaussais à Olioul, Sanary, Toulon, jusqu'en 1936. Après la guerre de 1914-1918, pendant les années 20, vers 1925, malgré la concurrence, Blanc-Laurent ouvre les premières lignes d'autocar du Beaussais.
Hélas, Blanc-Laurent meurt pendant la guerre de 39-45. Sa veuve vend la société à la CPTA, à laquelle succédera la Société des transports varois. Nous allons poursuivre notre circuit. Nous sommes à l'angle de la rue Gabriel-Péri et de la rue Pasteur. Nous allons prendre la rue des Airs qui va nous emmener sur la place Ricard-Espanet. Une anecdote peut être racontée. Monsieur Espanet avait fait découvrir au petit Paul le goût de l'anis. Puis, nous allons rejoindre les aires du moulin de Bassot derrière l'église, où, autrefois, les agriculteurs venaient étendre leurs épis de blé en cercle sur le sol pour la foulaison. Un mulet aux yeux couverts tournait inlassablement rond et tirait un lourd rouleau de pierre. Une fois les épis foulés, on séparait les grains de la paille avec un tarare. Ils étaient éventés, puis ensachés. On a cultivé le blé au Beaussais jusqu'à quelques années après la Grande Guerre de 14-18. Depuis le XVIIe siècle, 2 moulins fonctionnaient au Régaillé et à la Venturonne. Il y avait un troisième, un moulin hydraulique communal au Gourganon. Quant au moulin à huile, il y en avait 8 qui existaient, 5 en agglomération et 3 en campagne. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Mais nous pouvons admirer le moulin d'Étienne Bassot, qu'il avait reconstruit au cours du XXe siècle pour nous rappeler cette époque des moulins au Beaussais. Nous sommes aux Airs, derrière l'église, et nous nous souvenons qu'il y a plus de 6 millions d'années, une faille volcanique a entraîné de fortes coulées de lave, épaisses de 15 mètres, quelquefois même de 35 mètres, vers la mer, vers Bandol, Portisol, Sanary-Sifour, et la naissance de la Pointe-Nègre. Ainsi sont nés au Beaussais les massifs de la Guérarde et des Aiguiers, et une plaine marécageuse faite de pins piniers qui, asséchée, va permettre au cours des époques la culture du blé jusqu'en 1914-1918, puis de la vigne, des oliviers et bien d'autres cultures. Nous allons quitter l'aire du moulin de Bassot derrière l'église pour rejoindre la rue Cavaillon, qui signifie petit sommet. Puis nous prenons la rue Victor Hugo, qui s'appelait au commencement du bourg la rue Carrède, c'est-à-dire la voie charretière. Sous la Révolution, elle devint la rue du Palais, le tribunal ayant été installé dans cette rue, dans l'immeuble où se trouvait déjà la prison. Elle conserva ce nom encore pendant quelques années, après le transfert de l'ancienne justice de paix en l'actuel hôtel de ville. Et c'est en 1903 que lui fut donné le nom du grand poète national Victor Hugo. Un peu plus loin, dans cette même rue, nous découvrons une maison qui abrite des appartements et l'entrepôt de la mairie. Mais au cours du XIXe siècle, elle s'appelait la Maison des Pénitents, puis elle s'est appelée la Société du Secours Mutuel. Elle est devenue ensuite la Congrégation des Dames de Providence, puis la Congrégation des Demoiselles. Ensuite, la Congrégation des Mères chrétiennes. Il aura fallu attendre 55 ans pour avoir une nouvelle église au Beaussais. Grâce aux deniers du curé Rouvier, des vicomtes de Venelle et seconde de Cédéron, d'André Casimir Dole et du capitaine de vaisseau Tempier, avec le soutien de la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI.
Les plans de cette église vont être plusieurs fois modifiés. La première pierre sera posée en mai 1846 par l'évêque Monseigneur Vicard sur le terrain des aires du moulin, et les travaux vont être exécutés lentement par l'entrepreneur de Grandy. L'église fut achevée 10 ans après et fut bénie en avril 1857 par le curé Rouvier, puis consacrée par l'évêque Monseigneur Jordani en juin 1857. L'église de l'Assomption de la Vierge est longue d'environ 43 mètres, large de 13 mètres, 15 mètres de profondeur. On dirait qu'il s'approche du style roman. Ce n'est qu'en 1905 que la nouvelle église fut dotée d'un clocher avec 5 cloches, 3 anciennes datant du consulat et des chapelles des pénitents, avec 2 autres cloches récentes de 1932, avec pour marraine Madame Imbert, Mademoiselle Dole et Madame Plochu, et les parrains, Monsieur Dalmas et Monsieur Maillet. Fragile, ce clocher se lézardera au fil des ans. Et en 1990, sous le mandat de Monsieur Lafont, de nouveau, un clocher sera installé de forme carrée, décoré de fer forgé, avec 2 nouvelles cloches, dont les marraines sont Mesdames Imbert née Chapelleau et Madame Guarnisson née Blanc. Les parrains, messieurs Spinelli et Hermite. Par la suite, l'intérieur de l'église sera rénové. Nous continuons et nous découvrons la place Jean Jaurès, qui a changé de nom au cours des siècles. Place vieille, place aux ormes, place aux arbres, place de la République, place de la Révolution nationale et depuis 1944, place Jean Jaurès. Cette place est en plein centre du Beaussais. Nous allons remonter le temps jusqu'au XIIe siècle, où le Beaussais d'en haut, avec ses fortifications et sa chapelle Notre-Dame de Beauvoir, et le Beaussais d'en bas, avec ses nombreuses constructions, les cabanes et diverses cultures. Une chapelle, Notre-Dame des Cabanes, est construite à l'emplacement de cet hôtel de ville. Dès 1506, les Beaucétans d'en haut s'installent définitivement dans la plaine. Au cours des années qui suivent, ils vont détruire cette chapelle pour construire une église. Au XVIIe siècle, sur ce site de l'hôtel de ville, il y a donc l'église Sainte-Marie-des-Plans et son cimetière à proximité. Mais mal construite, au fil des ans, elle va se lézarder. Certains murs vont s'écrouler et malgré les réparations, la construction reste fragile. Pendant la Révolution, cette église sert de prison. Elle prend feu et il ne va rester d'elle que des ruines qui vont devenir une halle pour marché public. Seul son clocher est intact. C'est une tour carrée au sommet de laquelle est placée une horloge. D'où le nom donné, la place de l'horloge, car le cimetière est déplacé à la Gorgue, au bas du village. Dès 1802, les Beaucétans célèbrent leur culte dans la chapelle Saint-Sébastien, aujourd'hui Maison des Arts, avec la permission des pénitents bleus. En 1903, sous le mandat d'Alphonse Décugis, l'architecte roulois et l'entrepreneur Taradel construisent cet hôtel de ville, long de 35 mètres pour une dizaine de mètres de profondeur. Son corps principal est surélevé par rapport aux 2 ailes. En son sommet, une horloge est installée par monsieur Marté, fils. Il y a 2 étages avec au centre un escalier d'honneur aux marches de marbre, donnant accès au cabinet du maire et à diverses salles, ainsi qu'à des bureaux des services communaux. Dans le hall, à gauche,
le buste de Portalis du sculpteur André de Zène, offert par la famille Portalis en 1861. Quelques semaines plus tard, après la construction de l'hôtel de ville, la tour carrée avec l'horloge est démolie. Cette fontaine a été érigée en avril 1832 sous le mandat de Jean-Joseph Joëz. L'architecte Roux et l'entrepreneur Pérux réalisent cette construction. Le projet initial prévoyait 2 vasques superposées au-dessus d'un bassin circulaire. La vasque supérieure, plus petite, devait être surmontée d'un génie ailé. Mais ce fut un bassin circulaire superposé d'une vasque ornée de 3 dauphins aux queues entrelacées, laissant passer un jet d'eau qui fut choisi. Les intempéries ont fait disparaître ces sculptures qui laissent apparaître une roche couverte aujourd'hui de mousse ornée d'arbustes et de fleurs. 5 mois plus tard, M. Joseph Fouillon finance pour faire construire un lavoir à 2 bassins à côté de cette fontaine. Dès 1883, un urinoir est installé. Puis ce sera une Vespasienne qui fera place en 1919 à un monument aux morts, aujourd'hui déplacé depuis 1960 sur l'esplanade Charles de Gaulle. Si nous nous penchons sur l'inventaire de décembre 1829, nous constatons qu'au cours du XVIIIe et XIXe siècle, il y avait au Beaussais un grand nombre de puits et une vingtaine de fontaines, quelquefois avec des lavoirs. Sur cette place actuelle, la place Jean Jaurès, il y a toujours eu une fontaine dès 1779-1780. Également, une autre fontaine souterraine à gauche de la mairie. Et sur la place Mistral, non loin de la rue République, une autre fontaine, aujourd'hui disparue. Devant la maison du tourisme, nous avons une fontaine décorée du fronton du lavoir qui se trouvait près du cimetière au Gourganon, datant de 1874. Rue Fontneuve, sous le mandat de Georges Ferrero, une fontaine au bassin rond a vu le jour, nous rappelant qu'en ces lieux, autrefois, il y avait un lavoir près d'une fontaine. Il y avait également un lavoir avec une fontaine au petit jardin, très près de la maison des Arts. Au XIXe siècle, les cercles tiennent une place importante dans la vie sociale du village. De nos jours, il reste seulement le cercle du 24 février 1848, fondé en 1893 en mémoire des républicains qui, après 3 jours de lutte à Paris, ont renversé la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, prônant la mise en place de la République. Au cours des années, le cercle du 24 février a reçu Jean Jaurès en 1914, quelques jours avant son assassinat au Café du Croissant à Paris. Puis, dans les années 50, le cercle a accueilli le député Jacques Duclos. Ce cercle fait partie de la vie du Beausset. Les vieilles familles beaucétanes, aux idées républicaines, se retrouvent autour de nombreux repas fraternels et de voyages tout au long de l'année. Le cercle est également un lieu d'échange, de dialogue, de convivialité, accueillant de nouveaux adhérents. Le cercle du 24 février occasionnellement organise des expositions, des conférences, sous la présidence de Fabien Bodino, aidé par une équipe compétente. De retour de ses études dans un pensionnat marseillais, Mademoiselle Dole se rend utile et s'implique dans la vie communautaire de son village.
Dès 1904, soutenue par le vicaire Buisson, elle crée un patronage pour jeunes filles. Pendant la guerre de 14-18, elle s'occupe des orphelins. Pendant l'occupation, en 39-45, elle s'implique très peu et fermera en 1947. Mademoiselle Dole est considérée comme la conscience du Beaussais. Elle a vécu jusqu'en 1974, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 94 ans. Elle prêtera ses locaux et son parc pour des répétitions, à des soirées artistiques de la troupe de Monsieur Blanc, de la troupe des Jeunes Loups. Et elle demandera à sa protégée, orpheline de guerre, Marie Guarnisson, née Blanc, en 1960, d'assurer les messes en français à l'harmonium, en l'église du Beaussais et en la chapelle du Beaussais-Vieux. Aujourd'hui, cette bâtisse abrite le presbytère et la chapelle Saint-Joseph. Nous sommes dans la rue qui a porté le nom de rue Saint-Sébastien avant la Révolution, pour devenir la Grande Rue sous la Révolution. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle prendra le nom de Portalis. Comme vous pouvez le constater dans le village, au cours des siècles, il y a eu souvent des changements de nom de rue, également des changements de numérotation au-dessus des portes. Dans cette rue, à notre droite, nous découvrons la maison de la famille Portalis, qui porte aujourd'hui le numéro 25 au lieu du numéro 29. La maison de la famille Portalis, l'une des plus importantes et des plus anciennes de la commune du Beaussais. Jean Portalis était notaire royal et son père médecin. Leur descendant, Jean-Étienne Portalis, brillant avocat, mènera une carrière politique assez mouvementée. Pendant la Révolution, il s'exilera jusqu'à Paris. Il sera fait prisonnier et échappera de peu à la guillotine grâce à son ancien clerc d'Hervieux. Il s'exilera d'ailleurs une seconde fois à l'étranger, cette fois-ci, vers 1797, et ça sera sous Napoléon Ier qu'il rentrera en France et l'empereur le nommera ministre des cultes. Portalis réalisera le code civil avec Napoléon Ier, Tronchet, Maleville et Bigot de Préameneu en 1804. Nommé grand aigle de la Légion d'honneur, il entrera à l'Académie française en 1806. Portalis fut inhumé au Panthéon à Paris en 1827. Un buste sculpté par De Z en 1809 est offert à la commune du Beaussais par son arrière-petit-fils, le comte Portalis, en 1861, et exposé dans le hall de la mairie du Beaussais. Cette maison de la famille Portalis, au cours des siècles, est devenue un bureau de poste, puis le presbytère. Aujourd'hui, elle abrite quelques appartements et un cabinet d'infirmier. Un peu plus loin, dans la même rue, à droite, nous découvrons la maison de la famille Olivier, qui a connu également un changement de numérotation au-dessus de la porte, du numéro 13 au numéro 9, selon la description de la maison faite dans le livre de Jean Gaveau. Au-dessus de la porte, l'emblème de la famille Olivier, un cartouche, porte des brins de chêne mêlés à des brins d'olivier. Au premier étage, des portes-fenêtres nous rappellent l'existence d'un ancien balcon, aujourd'hui détruit. La remise au rez-de-chaussée a fait place, au cours des siècles, à différents magasins d'électricité,
d'objets, de vêtements et un cabinet d'infirmier. Jean-Baptiste Olivier fut un personnage bossé de grande culture. Il était devenu maître d'école à l'école privée du Bossé et secrétaire de mairie. L'une de ses filles, Éléodora, devient également enseignante en école privée au Bossé. Il est le père de Démosthène Olivier, éternel conspirateur aux diverses aventures politiques, devenu député dans les Bouches-du-Rhône au cours du XIXe siècle. Jean-Baptiste Olivier est également le grand-père d'Émile Olivier, avocat, sincère républicain, loyalement opposé au régime impérial. Sous Napoléon III, sans renier ses convictions, Émile Olivier finira par accepter la proposition de l'empereur Napoléon III, celui de devenir le chef du gouvernement. Il a été élu à l'Académie française en 1870, après avoir publié plusieurs ouvrages, dont Démocratie et liberté. En mai 1864, la loi Olivier ouvre la voie au droit de grève. Sa grande œuvre est L'Empire libéral, en 17 volumes. Émile Olivier est mort en 1913. Il est enterré à Saint-Tropez, dans sa propriété de la Moute, au bord de la mer. En face, la maison de la famille Olivier. Au numéro 12 se trouve l'ancien hôtel particulier des seconds de Cédéron, dont Joseph, dès 1762, devint le subdélégué de l'intendant du roi en Provence jusqu'à la Révolution, tandis que son frère aîné, Jacques, qui habitait au château, était prieur des pénitents bleus. La Maison des Arts, ancienne chapelle Saint-Sébastien, appelée également Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame de la Pitié. Elle a abrité, au cours du XVIe siècle, les pénitents blancs, puis les pénitents bleus au XVIIIe siècle, avec comme prieur Jacques II de Cédéron, conseiller à la cour royale d'Aix. Pendant la Révolution, cette chapelle devient le lieu où est élaboré et signé par l'Assemblée des chefs de famille le cahier de doléances. Le Bossé devient la sous-préfecture où siège le directoire du district, dans la rue République. En 1802, les Bossétans n'ayant plus d'église puisqu'elle a brûlé, viennent y célébrer leurs offices jusqu'en 1857 avec la permission des pénitents. Au cours de son mandat de 1901 à 1908, Alphonse Descugis, maire du Bossé, décide de faire aménager cette chapelle afin d'accueillir les troupes de soldats de passage au village. Pendant la guerre de 39-45, cet édifice abritera les collaborateurs français et la Gestapo venue massacrer les résistants à Sioux-Blanc près de Signes. À la libération du Bossé en août 1944, cette chapelle servira de prison. Dans les années 1960, cet édifice devient un casino-cinéma. Puis, sous le mandat de M. de Combray, il est transformé en centre culturel avec bibliothèque et salle de théâtre. Dès décembre 2018, des travaux de rénovation ont débuté. Une médiathèque a vu le jour, ainsi qu'une salle de spectacle sous le mandat du maire Georges Ferrero. Souvenons-nous qu'après l'éruption du volcan, les terres du Bossé sont devenues très fertiles. Dès le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ,
les Celto-Ligures s'installent, cherchent refuge dans cette forêt épaisse aux marécages bourbeux de pins piniers du Bossé-Bas. Ils surveillent leurs ennemis sur la colline du Bossé d'en haut. En 124 avant Jésus-Christ, l'Empire romain s'étend alors en Provence et chasse les Celto-Ligures. Ils s'installent dans la plaine, ils assèchent les marécages et utilisent la colline pour construire une tour, pour surveiller les attaques ennemies. Après la période romaine et les invasions sarrasines, au 8e et 9e siècle, le Bossé appartient alors à la riche et puissante maison des Baux. Guillaume Ier va libérer la contrée de l'invasion des Maures et l'offrir aux vicomtes de Marseille, qui vont fortifier le Bossé-Vieux. Par la suite, les biens vont passer entre les mains des évêques jusqu'à la Révolution. Il y a donc, au XIIe siècle, le Bossé d'en haut avec sa chapelle Notre-Dame de Beauvoir et ses fortifications, et le Bossé d'en bas avec ses cabanes de bergers et sa chapelle Notre-Dame des Cabanes. En 1487, la Provence devient royale et française sous le règne de Louis XI et de son lieutenant général Palamède de Forbin. En mars 1506, les Bossétans s'installent définitivement aux cabanes avec l'accord de l'évêque de Marseille. Au XVIe siècle, il n'y a pas de mairie, seulement des syndics et des conseillers qui se réunissent en conseil étroit, quelquefois avec la présence des chefs de famille en conseil général, sur la place publique ou dans la nef de l'église. Dès l'année 1561, débute la constitution des archives communales. Au XVIIe siècle, ce sont des consuls qui vont ouvrir la maison commune dans une partie de l'hospice. Les consuls se déplaceront dans la rue du Grand Four, puis dans la rue Pierre-Curie. Rappelons-nous qu'au cours du XVIIe siècle, Richelieu a fait détruire environ 2000 châteaux forts, dont celui du Bossé-Vieux, afin d'affirmer l'autorité du roi et alléger les dépenses d'entretien des forteresses par l'État. Nous retrouvons au Bossé-Bas les consuls au cours du XVIIIe siècle, en 1780, qui installent la maison commune définitivement à l'emplacement de l'hôpital des Passants, rue Portalis. En face, la chapelle des Pénitents Bleus, aujourd'hui médiathèque. Et c'est en 1789 que le premier maire du Bossé est élu, François Vivon. Cette mairie existera jusqu'en 1903, où Alphonse d'Écugis, devenu maire, fait construire la nouvelle mairie à la place de l'ancienne église qui avait brûlé, devenue un marché couvert, sur la place Jean Jaurès d'aujourd'hui. L'ancienne bâtisse va servir à la Libération de prison. Puis elle deviendra une école de filles. Au fil des années, les locaux de cette bâtisse Marius Mari seront mis à la disposition de diverses associations. Nous prenons à présent la rue Fontneuve, où jadis il y avait une fontaine et quelques lavoirs. Puis,
Nous longeons la rue Paul Cézanne, où sur la gauche sont construits des immeubles. Où jadis, il y avait un terrain de foot à côté de l'ancienne villa du maire Marius Maharé. Plus loin, sur la droite, nous découvrons l'arbre de la liberté. A été planté pour honorer la Révolution française. L'esplanade Charles de Gaulle. Le 23 février 1928, le maire, Victor Rougier, entre en pourparlers avec Hippolyte Desprats en vue de l'achat à l'amiable de sa grande maison d'habitation, rue Portalis, et du vaste jardin, pour l'aménagement d'une nouvelle et grande place publique. Cette longue procédure d'expropriation aboutit qu'en 1933, une grande place ovale est réalisée, au cœur de laquelle se trouve un puits décoré de lierre et de nombreux bancs, 2 petits bassins avec des rochers ornés de jets d'eau et de nombreux petits poissons rouges. Le monument aux morts, situé derrière la fontaine place Jean Jaurès, est descendu sur cette place de la Liberté. En 1970, la place devient la place Charles de Gaulle sous le mandat de Monsieur de Combray. En 1990, cette place devient un endroit à l'aspect pompeux, avec ses stèles de granit aux formes dynamiques, gracieuses, ses illuminations tamisées, ses pelouses et ses bassins avec des jets d'eau. Sa flamme du souvenir est de forme ronde. En 2013, la place Charles de Gaulle s'embellit encore sous le mandat de Jean-Claude Richard avec la création de l'esplanade Charles de Gaulle le 8 mai 2013.